Cet entretien en ce moment spécial de l'histoire de notre pays. Depuis le 22 mars, le Mali est sous les feux des projecteurs du monde entier. Un coup d'État militaire est intervenu dans notre pays. Et votre pays, la Côte d'Ivoire, assure la présidence de la CEDEAO. Et à l'annonce de ce coup d'État, quelle a été la première réaction chez vous, Monsieur le ministre? Merci. Je voudrais d'abord, avant tout propos, remercier le peuple malien pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié et qui a permis aujourd'hui à moi-même, ministre de l'Intégration africaine de la Côte d'Ivoire, et à mon frère, le ministre Bassolé, d'être donc au Mali. C'est vrai que à l'annonce du coup d'État, la Côte d'Ivoire, par son président en exercice de la CEDEAO, avons d'abord été surpris parce que nous étions le 20 mars au Mali. Nous avons participé à une réunion du Conseil de paix et de sécurité sur la crise au nord du Mali. Donc nous étions très loin de nous attendre à un coup d'État alors que nous étions en train de nous organiser pour accompagner le Mali dans la gestion de sa crise dans le nord. Évidemment, n'ayant pas tous les éléments, la première chose immédiatement, c'est que, comme dans tous les pays, alors que le Mali venait de connaître 20 ans de démocratie, nous avons donc trouvé qu'il était anormal. Il n'était pas donc justifié qu'il y ait un coup d'État alors que le président Amadou Toumani Touré était à 1 mois et demi donc, de la fin de son mandat. Donc pour nous en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas compris. Mais le plus important, c'est que très rapidement, nous sommes rentrés en contact aussi bien avec le président Amadou Toumani Touré, mais avec nos jeunes frères du CNRDRE pour tout de suite comprendre, et c'est ce qui a certainement permis d'entreprendre le dialogue et d'aller plus loin dans le dialogue. Un sommet a été tout de suite convoqué à Abidjan. Tout à fait. Il faut dire que conformément au principe même de la CEDEAO, mais surtout du fait des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, du fait de l'affection que les Ivoiriens ont pour le Mali, mais surtout aussi du fait de la présence de plus de 2,5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Et lorsque cet événement est arrivé, est intervenu, tout de suite, le président de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, affecté donc par cet événement, a pris sur lui de convoquer un sommet extraordinaire des chefs d'État. Ce sommet a donc permis de nommer un médiateur en la personne du président Blaise Compaoré. Donc c'est vous dire que les choses sont allées très vite. Et d'ailleurs, c'est à ce sommet qu'il a été décidé qu'une délégation de 6 chefs d'État se rende à Bamako. Et donc, nous, les ministres, en tant que précurseurs, le ministre Bassolé, le ministre Bazoum du Niger et moi-même sommes venus donc à la veille de l'arrivée des chefs d'État pour déjà avoir quelques entretiens avec donc le comité, le CNRDRE, avant que le chef d'État n'arrive. Oui, mais le report justement de l'arrivée de ces chefs d'État dans notre capitale, il a été dit que les ministres précurseurs qui étaient là, c'est vous qui avez déclenché, sinon vous avez été à la base du report de ce sommet en annonçant à vos différents chefs d'État comme quoi il y avait un problème d'insécurité à l'aéroport de Bamako-Sénou. Oui, je veux dire, la responsabilité recommande qu'en tant que ministre, ayant constaté un environnement non propice à la tenue d'une réunion, parce que la réunion devait se tenir à l'aéroport, nous avons été surpris de voir que le tarmac était donc envahi par un groupe de jeunes hostiles à l'arrivée de la CEDEAO, hostiles aux décisions de la CEDEAO. Donc il n'était pas indiqué que les chefs d'État atterrissent à Bamako. Donc nous avons pris nos responsabilités
Nous l'avons expliqué au capitaine Sanogo et je pense qu'il a bien compris. Qui était présent à l'aéroport. Ce qui était important, la venue des chefs d'État, c'était pour témoigner de la mobilisation et de la détermination de la CEDEAO à accompagner le Mali à sortir de cette crise. Malheureusement, il y a eu certainement, qui ont mal compris et interprété négativement les décisions prises par la CEDEAO. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces décisions qui sont prises sont des décisions qui sont la conséquence du mécanisme de gestion de la CEDEAO, conformément au protocole de bonne gouvernance qui a été adopté par tous les États membres de la CEDEAO. Donc le Mali a adopté cette convention, ce protocole. Donc, lorsqu'il y a un événement hors élection, un événement qui survient comme un coup d'État, il est tout à fait normal que la CEDEAO, d'une part, suspende l'État, mais prenne tout de suite des décisions. Cela va du principe de la bonne gouvernance, et comme la CEDEAO et les Maliens eux-mêmes avons tous décidé de nous enraciner dans la démocratie, donc de plus en plus, il faut que ce soit le peuple qui décide. Et en cela, il n'y a que les élections qui restent le seul moyen de décision du peuple. Monsieur le ministre, on l'aura vu, cette crise a suscité beaucoup de péripéties. Après Abidjan, c'était Bamako, le sommet reporté, et après les chefs d'État se sont retrouvés à Dakar. Oui, il faut dire que quand le sommet, la rencontre ici avec donc le CNRDRE a été différée, il y a eu un sommet d'urgence à Abidjan. Les chefs d'État se sont donc retrouvés à Abidjan et ont travaillé sur les sanctions à retenir. Évidemment, ces sanctions ne pouvaient pas plaire au peuple malien, d'autant plus que c'est des sanctions d'ordre économique, d'ordre diplomatique, qui fermaient les frontières. Et nous nous sommes rendus à Dakar. Là encore, le président Alassane Ouattara a convoqué un sommet extraordinaire. En marge donc de la cérémonie d'investiture du président Macky Sall. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est historique. Le président Alassane Ouattara a convoqué 3 sommets au niveau des chefs d'État en une semaine sur la situation du Mali. C'est vrai qu'il y a eu des sanctions, mais c'était le maniement du bâton et de la carotte. Ces sanctions, à la vérité, n'étaient pas rentrées encore en vigueur. Mais en même temps que ces sanctions étaient prises, vous avez vu que très rapidement, un médiateur a été nommé et que nous-mêmes, les ministres en charge de mettre en application la feuille de route du médiateur, le ministre Bassolé et moi, sommes rendus au Mali. Et il faut retenir que la présence du ministre Bassolé et moi-même sommes la conséquence du tandem qu'il y a entre le président en exercice Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et le président Blaise Compaoré. Monsieur le ministre, qui ont permis donc au tandem Bassolé et moi d'être au Mali pour faire valoir, parce que ce qui était important pour le président Alassane Ouattara, c'était que le Mali retrouve très rapidement l'ordre constitutionnel et que très rapidement, ensemble, mobiliser tous derrière le Mali pour régler le problème du Nord et que le Mali retrouve son intégrité territoriale. Oui, mais monsieur le ministre, c'est pas ce qui nous a été rapporté du sommet de Dakar. On nous a appris qu'il y avait un décalage, sinon des divergences dans la suite des mesures à l'encontre du Mali. Tantôt, le président Alassane Dramane Ouattara était pour tout de suite mettre les sanctions en application, et de l'autre côté, le président du Faso, Blaise Compaoré, lui était pour une méthode différée de ces sanctions. J'étais donc à cette réunion. Vous savez, lorsque le sommet a eu lieu, le médiateur a fait le rapport de la mission du ministre Bassolé au Mali, qui est venu passer 48 heures et qui nous a rejoints à Dakar. Après avoir fait ce rapport, il y a eu les différentes interventions des chefs d'État. Et donc, des interventions des différents chefs d'État, il a été décidé donc le maintien des sanctions. Le président Blaise, pour faciliter sa médiation, avait souhaité que les sanctions soient différées. Mais le président Alassane Ouattara
est le président en exercice de la CEDEAO, mais il ne décide pas seul. Lorsque la majorité des chefs d'État ont pensé que pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel, il fallait maintenir les sanctions, le président Alassane Ouattara n'a fait que la synthèse. Mais je peux vous dire que tous les moyens ont été mis à la disposition de la CEDEAO pour accompagner toutes les missions pouvant aider au retour à l'ordre constitutionnel. Donc pour plusieurs raisons, aussi bien on ne pouvait pas parler d'étouffement diplomatique, économique de la part du président Alassane Dramane Ouattara. Le peuple malien comprenne qu'il y a, pour à chaque fois qu'un État va se mettre hors des normes, conformément au principe électoral, conformément au principe de mécanisme de choix d'un président d'un pays, la CEDEAO forcément condamnera et mettra en œuvre des sanctions. Mais en ce qui concerne le Mali, devant ces sanctions, le président Alassane Ouattara, moi je suis ministre en Côte d'Ivoire, j'ai abandonné mes bureaux, j'ai abandonné ma fonction ministérielle là-bas pour venir être aux côtés de nos frères maliens, parce que c'est ça la volonté du président Alassane Ouattara. Il fallait qu'avec le ministre Bassolé, nous constituions une équipe pour que le Mali donc puisse trouver des solutions à ces problèmes. Donc, il ne peut pas en même temps mobiliser autant de chefs d'État autour du Mali, mobiliser toute la communauté internationale. Pour preuve, l'accord cadre qui a été signé a été endossé par les Nations Unies, mais surtout parce que la Côte d'Ivoire partage beaucoup de choses avec le Mali, et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va être donc la cause des malheurs du Mali. Au contraire, la Côte d'Ivoire reste un partenaire, la Côte d'Ivoire reste ce pays-là même qui, autant de temps, autant de moyens qu'il faudra, sera vraiment l'allié, le partenaire du Mali face à tous ces problèmes. D'accord, monsieur le ministre, après Dakar, en compagnie du ministre Djibril Bassolé, vous avez fait le voyage de Bamako et vous avez d'ailleurs pris vos quartiers ici à Bamako. Peut-on savoir quelle a été la première démarche à votre descente d'avion? Mais quand nous sommes arrivés de Dakar, le ministre Bassolé est arrivé à 17h, moi je suis arrivé à 19h, nous avons foncé à Kati. Nous sommes allés à Kati, d'abord. Kati, je précise que c'est le QG. Kati, c'est le QG du comité du CNRDRE. Nous nous y sommes rendus. Nous avons d'abord, d'une part, transmis au capitaine le message des chefs d'État. Et puis, devant cette situation, nous nous sommes donc mis à la disposition du capitaine pour qu'ensemble, nous trouvions la solution. Donc, nous y sommes restés pendant 4-5 heures. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes allés au-delà des sanctions. Nous nous sommes impliqués et imprégnés de la situation, aussi bien du peuple malien, mais aussi bien des membres du comité du CNRDRE. Et avec eux, nous avons essayé de dessiner, d'évaluer d'abord la situation, mais surtout avec eux de tracer les sillons, donc, des différentes solutions pouvant aider au retour à l'ordre constitutionnel. Donc nous avons établi un cadre, nous avons créé un climat de confiance entre eux et nous, parce qu'après tout, au-delà de tout, nous sommes des frères, et comme je disais, nous partageons un même espace. Donc nous ne pouvons pas rester inactifs, et ce qu'on a apprécié chez eux, ça a été d'abord la réceptivité. Ils n'étaient pas obligés, mais il y a eu la réceptivité et il y a eu la volonté de se parler, la volonté de partager et la volonté de rechercher ensemble une solution pour le bien-être du peuple malien. Sans trahir de secret, en arrivant à Bamako, j'imagine que les deux ministres, puisque vous nous parlez de tandem, vous aviez un plan secret en tête? Bien sûr, je veux dire qu'on n'est pas venu au Mali en n'ayant pas dans notre sacoche un plan. Mais il faut dire que le ministre Bassolé était déjà venu, moi-même j'étais déjà venu, mais au téléphone déjà on avait échangé avec beaucoup de membres de la CNRDRE, et puis très rapidement on a essayé d'échanger avec les différents acteurs qui composent donc la classe politique, mais aussi les forces vives du Mali. Ce que j'ai pu apprécier, et ce que nous avons apprécié ensemble avec le ministre Bassolé, c'est cet élan de patriotisme.
au-delà du climat de confiance que nous avons élaboré avec nos frères du comité de CNR-DRE, ça a été l'élan du patriotisme. Il y a quelque chose qui a guidé tous les Maliens, en tout cas tous les acteurs de cette crise. Ça a été l'amour pour le Mali. Et je crois que c'est cet élan de patriotisme et d'amour pour leur pays qui a aidé à la résolution, en tout cas à la sortie de crise. Monsieur le ministre, beaucoup d'heures de discussion, beaucoup d'heures de communication téléphonique entre les différents chefs d'État. À quel moment précis le déclic a été amorcé, à savoir l'acceptation, sinon l'acceptation par les militaires de cette décision de renoncer au pouvoir? Ben, je pense que ce qui est formidable qu'on a expliqué au capitaine, ce n'est pas seulement quand on gagne qu'on rentre dans l'histoire. Accepter de perdre aussi pour l'intérêt supérieur de la nation ou d'une cause permet de rentrer dans l'histoire. S'effacer, ce n'est pas disparaître. Et donc, je pense que dans notre démarche, nous nous sommes présentés à eux comme étant de la même famille. Et le président en exercice de la CEDEAO, M. Alassane Ouattara, et le médiateur, le président Blaise Compaoré, eux aussi, ont montré au capitaine qu'ils étaient à ses côtés. Et que le retour à l'ordre constitutionnel était la seule voie pour le Mali de faire face aux différents problèmes du moment. Mais qu'en tout état de cause, pour l'acte qu'ils poseraient, qu'ils devaient poser, il restait pour eux le jeune frère, celui-là même avec qui ils auraient des relations privilégiées. Mais surtout qu'ils ont salué, autant qu'ils sont, sa capacité, son dépassement de soi en acceptant de signer cet accord-cadre. Et d'ailleurs, quand il a signé l'accord-cadre à 20h30 exactement, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a levé les sanctions et l'embargo à 20h35. Je peux vous dire que si on s'en tient au mécanisme de la CEDEAO, il aurait dû convoquer une conférence des chefs d'État, un sommet extraordinaire. Mais devant la situation, il a juste eu une concertation avec ses pairs et il leur a demandé de s'aligner et de l'accompagner dans cette prise de décision. C'est vous dire qu'il n'en dormait pas. Il avait une préoccupation permanente de lever ces sanctions pour ne pas que le peuple malien souffre de ces sanctions. Monsieur le ministre, arrêtons-nous quelques moments sur l'acte 2, et à savoir la lettre de démission du président Amadou Toumani Touré. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pu négocier de ce côté-là aussi? Je veux dire, permettez que je n'aille pas dans le détail, mais je pense que le président Amadou Toumani Touré, devant l'urgence, devant cette situation du Mali, lui aussi, et c'est pour cela que tout à l'heure je parlais de l'élan de patriotisme, de l'amour de chacun pour le Mali, a accepté, et il l'a dit dans sa déclaration, sans pression, de démissionner pour le bonheur du Mali. Et nous qui l'avons rencontré au moment donc de ce grand acte, c'est sûr, c'est humain. Il y a des moments d'émotion, mais souvent, devant l'intérêt supérieur de la nation, devant les problèmes de l'État, on est obligé de renoncer à l'émotion parce qu'il s'agit de l'intérêt général, et c'est avec donc respect, avec donc gratitude que nous avons pu prendre cette lettre de démission qui a été le déclenchement de la mise en œuvre de l'article 36. Voilà, donc la vacance du pouvoir de la présidence de la République constatée. On a vu l'arrivée du président
de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, qui prendra le relais. Il sera président intérimaire. On parle de confusion justement à ce niveau-là. Avoir de confusion. L'article 36, conformément à la Constitution, permet à M. Dioncounda, qui est président de l'Assemblée, d'assurer donc la présidence par intérim au minimum 21 jours, 40 jours. Confusion en termes de prérogatives. Oui, mais les prérogatives sont définies dans la Constitution. Les prérogatives sont définies dans la Constitution et pour l'heure, nous fonctionnons. Au même moment, on nous apprend que c'est un Premier ministre va être nommé et que c'est ce dernier qui va être doté de tous les pouvoirs. En fait, il sera investi des pleins pouvoirs. Oui, dans tous les cas, le Premier ministre sortant a démissionné. Donc, le Mali ne peut pas se payer le luxe de ne pas avoir un gouvernement. Donc, c'est tout à fait normal que le président par intérim, conformément à l'accord cadre, nomme un Premier ministre qui, lui, donc, va former un gouvernement dans les jours qui suivent pour permettre au Mali de fonctionner et de pouvoir reprendre langue avec donc les partenaires au développement, de pouvoir donc participer aux différentes réunions avec les autres États membres de la CEDEAO. C'est de redonner une vie institutionnelle au Mali. On a même entendu parler de la formation d'un gouvernement sous l'égide de la médiation. Selon vous, quel pourra être le portrait robot de ce Premier ministre? C'est une question, même si c'est sous l'égide de la médiation, je pense que le portrait robot du Premier ministre relève donc de la compétence des autorités maliennes. Donc je pense que la médiation intervient pour la mise en œuvre de l'accord cadre, mais la médiation ne peut en aucun cas définir ni le profil, ni imposer toute personnalité désireuse de postuler à ce poste, aussi bien au niveau de la primature qu'au niveau donc des membres du gouvernement. La médiation est là pour accompagner donc la mise en œuvre. Pas d'ingérence donc. Pas d'ingérence. Pas d'ingérence. De la désignation du Premier ministre, des membres du gouvernement. La médiation n'a pas d'ingérence à faire. C'est ni le principe de la CEDEAO et c'est ni la mission de la médiation. Et d'ailleurs, le ministre Bassolé et moi, nous sommes là pour constater, et d'ailleurs la prestation de serment, mais ce sur quoi nous veillons, c'est la mise en œuvre. C'est que très rapidement, le Mali se dote donc d'un Premier ministre et que le Mali se dote d'un gouvernement pour que le Mali ait une vie institutionnelle. Monsieur le ministre, l'autre urgence, c'est la question du Nord. Nous vivons actuellement une situation humanitaire dramatique dans ces zones assiégées. Quelle est la démarche, la prochaine étape que la CEDEAO entend amorcer pour vraiment aider à sortir qui, du point de vue de pas mal d'observateurs, devrait être la priorité des priorités aujourd'hui? Effectivement, la CEDEAO s'est appropriée donc la crise au Nord. Nous avons une réunion du Conseil des ministres de la CEDEAO pour adopter les propositions faites par les chefs d'état-major de la CEDEAO qui se sont réunis le jeudi dernier à Abidjan. Donc c'est vous dire que depuis pratiquement 3 semaines, toute la CEDEAO est mobilisée sous la houlette donc du président Alassane Ouattara pour que très rapidement les propositions puissent se réaliser sur le terrain, que nous passons donc de propositions en action. Vous savez que devant la situation de crise au Nord, la CEDEAO n'a pas mobilisé que les États membres, la CEDEAO a aussi mobilisé l'Union africaine, l'ONU, la France, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Donc c'est vous dire que très rapidement, comme le Mali est revenu à l'ordre constitutionnel, il sera donc plus facile pour la CEDEAO de mettre à disposition et d'accompagner le Mali dans la résolution de cette crise. Je crois que la crise du Nord, comme on l'a déjà dit au niveau de la CEDEAO, c'est une crise pour ceux qui sont déjà à l'intérieur du pacte et des accords signés avec le Mali, peuvent donc être l'objet de négociations, mais en tout état de cause, tous les moyens seront mis à la disposition donc, du Mali
dans un partenariat de la CEDEAO, pour pouvoir donc non seulement mener la négociation, mais s'attaquer aussi à ceux qui ont profité de la situation malienne à la libération de... Oui, tout à fait, pour ramener l'intégrité. Il faut que le Mali retrouve son intégrité territoriale, parce que de l'intégrité territoriale aussi dépend donc de la stabilité de la sous-région. Si le Mali n'est pas bien géré, c'est le Niger, c'est le Burkina qui vont donc aujourd'hui payer les frais donc de cet espace occupé par des extrémistes. Donc je pense que c'est une question qui ne préoccupe pas que les Maliens, c'est l'ensemble donc des membres de la CEDEAO. Oui, Monsieur le ministre, dernière question. Vous aurez séjourné à Bamako très longtemps et on sait que vous allez repartir. Si on vous demandait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a marqué chez le peuple malien? Qu'est-ce que vous avez remarqué chez le peuple malien, Monsieur le ministre? D'abord, il y a l'hospitalité. Ensuite, il y a la générosité. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette capacité des Maliens à se retrouver autour de l'essentiel. Et l'essentiel pour eux, c'était retrouver l'intégrité territoriale. L'essentiel pour eux, c'est de sauvegarder sauvegarder l'intérêt du Mali. Et j'ai donc apprécié ce patriotisme, aussi bien à tous les niveaux, aussi bien à toutes les étapes. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour saluer tous les acteurs, pour saluer le capitaine Sanogo, pour saluer le président Dion Kounda, pour saluer le président Amadou Toumani Touré, pour saluer toutes les forces vives que nous avons rencontrées avec le ministre Bassolé. Et que ce sont tous ces acteurs qui, par leur capacité, ont su accepter le retour à l'ordre constitutionnel. C'est un élan de patriotisme qu'il faut sauvegarder, parce que ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Et je pense que le Mali a beaucoup à gagner en restant solidaire. Il faut que l'élan de solidarité habite tous les Maliens, et ça je l'ai constaté. J'ai vu les marches par rapport au nord, mais en tout cas je repars avec le sentiment d'avoir séjourné dans un pays habité par l'amour, mais surtout un pays habité par un élan de patriotisme très fort, et qui a permis donc d'arriver à une solution après un coup d'État, ce qui est historique dans les événements que nous avons connus pendant ce demi-siècle en Afrique. Monsieur le ministre, merci pour cet entretien. On espère vous recevoir dans un autre entretien. Mesdames et messieurs, merci. Bonne soirée en compagnie des programmes de l'ORTM.